Bonjour à toutes et à tous, c'est la deuxième édition du Club de la presse estampillé Radio Inzamba, Radio RPA et Télévision Renaissance. Et parmi les principaux sujets d'actualité qui ont marqué cette semaine, il y a la question de la légitimité ou de la fiabilité de la Tanzanie de continuer à accueillir sur son sol les pourparlers interburundais. La Tanzanie est-elle devenue une terre hostile à l'opposition burundaise et aux membres de la société civile? C'est la question que bon nombre d'acteurs burundais se posent après l'arrestation ou l'enlèvement des 5 leaders de la rébellion des FPB. La visite à Bujumbura de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, une visite qui est intervenue au moment où le régime de Pierre Nkurunziza engage la vitesse supérieure dans la révision de la Constitution. Et puis il y a la solution pacifique de la crise burundaise qui est mise en danger. Et notre sujet que nous allons débattre au cours de ce Club de la presse, ce jeudi 2 novembre, le monde célébrait la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. La mémoire est encore fraîche concernant l'assassinat en octobre 2015 du journaliste de la télévision nationale Christophe Nkezabahizi et toute sa famille, ainsi que la disparition forcée de Jean Bigirimana, c'était en juillet 2016. Alors, sur le plateau aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre Nyungeko. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes le directeur de la radio Inzamba, mais aussi le président de l'Union burundaise des journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Et nous sommes également avec Madame Anne Nyuhire, ancienne directrice de la radio Isanganiro et membre fondateur de la radio Inzamba. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur le plateau. Merci aussi. Et nous sommes également avec Maître Dieudonné Bachiraï Chizé, avocat, membre du conseil d'administration de la East Africa Law Society, qui a son siège à Arusha en Tanzanie. Bonjour Maître. Bonjour. Et je rappelle également que vous êtes le président du CAVIB, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes des droits internationaux commis au Burundi. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, très vite, Monsieur Bachiraï Chizé, l'arrestation et la disparition des 5 leaders des forces populaires burundaises, la FPB, c'était le 21 octobre dernier. Et voilà, cette arrestation est venue rappeler d'autres mésaventures qu'ont connues certains acteurs politiques comme Alexis Nduhije, Pancras Chimhaye, Chevino Mugwengezo, Pacifique Ninazwe, pour ne citer que cela. Et Maître Bachiraï Chizé, la Tanzanie est-elle devenue une terre hostile à l'opposition burundaise et à la société civile en exil? Merci beaucoup. De par l'histoire, la Tanzanie a toujours été aux côtés des peuples qui étaient opprimés et qui essayaient de voir comment rétablir la légalité dans leur pays. On peut citer le cas des Sud-Africains, des Zimbabwéens, des Ougandais et même du Burundi dans le passé. Mais avec la crise actuelle, même si on doit quand même remercier la Tanzanie pour avoir accueilli le plus grand nombre de réfugiés burundais, il s'avère de plus en plus, avec une nette clarté, que la Tanzanie semble avoir choisi son camp, un pays qui était supposé être un voisin qui devrait aider dans la résolution de la crise, participe dans l'enlèvement et l'extradition irrégulière vers le Burundi, un pays qui est accusé de crimes contre l'humanité. Ceci révèle sans nul doute que la Tanzanie finalement prend beaucoup plus la position d'allié du pouvoir de Bujumbura qu'un pays qui pourrait participer dans la conciliation, dans la médiation. Ceci est d'autant plus inquiétant que la Tanzanie est le siège de plusieurs organisations. La Tanzanie était en passe de devenir la capitale africaine. Avoir des organisations qui ont leur siège à Arusha, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour est-africaine, l'EALA, donc l'Assemblée est-africaine, le secrétariat général. Ce sont des instances qui ont besoin d'accueillir
la population de l'Afrique de l'Est, sans distinction qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Je pense que certains actes qui sont en train d'être posés risquent de mettre en cause la Tanzanie comme un pays neutre qui acceptait que des personnes ayant des opinions divergentes puissent accéder à son territoire pour notamment bénéficier des services qui sont donnés par ces institutions panafricaines. C'est une situation, à mon sens, qui semble prouver que la Tanzanie a des intérêts plus importants que le dialogue en cours, des intérêts économiques dont certains dirigeants tanzaniens disposeraient au Burundi et qui seraient mêlés même dans des trafics avec le pouvoir de Bujumbura. Il me semble que le pouvoir tanzanien semble déterminé à protéger beaucoup plus ses intérêts que la neutralité pourtant indispensable en tant qu'un pays qui héberge toutes ces institutions. Alors, la radio Inzamba, tout comme la radio publique africaine et la télévision Renaissance, vont à Arusha pour couvrir sur place le dialogue interburundais. Et sachant que certains des journalistes en exil sont sous mandat d'arrêt international qui ont été émis par la justice burundaise. Alors, Alexandre, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez inquiet? Est-ce qu'il faut aller continuer à couvrir le dialogue interburundais à Arusha? On ne pourrait ne pas être inquiet par cette situation, bien évidemment, et surtout quand on voit, c'est pas uniquement ces leaders des FPB qui ont connu des déboires. Vous l'avez dit d'ailleurs au début de l'émission. Quand on voit aussi comment les réfugiés, les simples réfugiés sont traités, les gens qui vont à la quête de refuge et qui se font retourner chez eux en violation de toutes les conventions en la matière, ça ne peut ne pas être inquiétant. Je pense donc clairement que les différents acteurs, je dirais bien l'opposition, soient clairs par rapport à la position tanzanienne. Je crois que la Tanzanie qui doit abriter ce dialogue, qui doit abriter ces négociations, devrait être s'il y avait effectivement ce climat rassurant. Et là, moi je dirais que clairement, comme la Tanzanie a choisi son camp, il faut absolument que l'opposition prenne son camp. Et qu'elle soit à mesure de dire clairement qu'on ne retournera pas à Arusha, en Tanzanie, parce que les conditions ne sont pas réunies pour effectivement une participation effective et sereine. Et là, je pense qu'il faudra trouver une autre capitale qui doit abriter ces négociations. Et là, bien évidemment, nous, je vais dire en tant que journalistes, on va continuer à couvrir, mais bien évidemment, nous ne sommes pas prêts à mettre en danger quand même nos journalistes, parce que quand même, on est journaliste quand on est vivant. Oui, c'est la même question à Madame Anne. La Tanzanie expulse les demandeurs d'asile burundais. On entend aussi des miliciens Imbonerakure qui se promènent dans les camps des réfugiés à Nduta, à Mutenderi. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent parmi les acteurs burundais qui appellent au boycott de la Tanzanie, qui abrite les pourparlers justement interburundais. Alors, faut-il arriver à cette solution? Boycotter la Tanzanie? Bon. Moi, je pense que avant de boycotter, il faut d'abord s'exprimer. Il faut que les leaders de l'opposition politique puissent s'exprimer. Il faut que la société civile puisse s'exprimer. Et avant de boycotter, on doit d'abord donner les raisons pour lesquelles on ne veut pas aller en Tanzanie. Et les raisons ne manquent pas. Si ce n'est pas seulement le fait d'avoir arrêté et extradé au Burundi les 4 chefs rebelles qui ont montré la position de la Tanzanie. Depuis lors, vous rappelez des discours qui ont été tenus sur le sol tanzanien qui disent qu'il y a la paix au Burundi, qu'on ne comprend pas pourquoi des gens ne rentrent pas chez eux. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à aller dans les camps pour écrire les gens qui veulent rentrer. Donc la Tanzanie n'a jamais caché sa position. Il a toujours montré son soutien
au président Pierre Nkurunziza. Moi, je pense que la balle revient au camp de l'opposition politique et de la société civile de se décider. Parce que, je me dis, la communauté internationale est aussi complice, parce que parmi les conditions de la médiation et de la facilitation, il doit y avoir d'abord un terrain neutre. Les deux parties doivent s'exprimer par rapport à quel terrain ils se sentent à l'aise pour aller participer. Et si on avait donné l'occasion à l'opposition ou à la société civile, je pense que la Tanzanie ne devait pas vraiment être un pays qui serait le premier choisi. Dans ce cas, je pense qu'avec tous ces faits, donc l'occasion se présente pour se prononcer et pour dire non. On ne va pas dans un terrain où on va nous tuer. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Maître Almer et Pacifique. Un jour, ils ont failli être arrêtés en Tanzanie. Ce n'est pas seulement cela, ça a continué même après. Et ça devait commencer à alerter les gens pour montrer que la Tanzanie n'est pas neutre. Et dans ce cas, arrêter tout et exiger que les négociations soient tenues dans un autre endroit où les gens vont se sentir à l'aise et en sécurité. Moi, je pense que c'est le moment. Et si on continue vraiment, et la communauté internationale continue de fermer les yeux, moi, je me dis que la communauté internationale sera aussi complice. Cette semaine, il y a eu la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, M. Michel Kafando. Et cette visite est arrivée au moment où le régime a engagé la vitesse supérieure dans la révision de la Constitution lors de son exposé au Conseil de sécurité. C'était le 26 juillet dernier. Et Michel Kafando avait recommandé au régime de Bujumbura de ne pas toucher à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé en 2000 et à la Constitution. Alors, le régime n'en fait qu'à sa tête. Alexandre, pourquoi? Qu'est-ce qui encourage cet entêtement de Bujumbura? Bon, je ne sais pas si je suis dans la meilleure position pour donner les raisons du pouvoir de Bujumbura de continuer à enfoncer, mais je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la négation de toute voie de solution, de trouver une solution pacifique à la crise. Une crise d'ailleurs que Bujumbura ne reconnaît pas, parce que pour eux tout va bien, la paix règne sur tout le territoire national, et voilà, et tout le monde vague à ses activités. Et on voit aussi que Nkurunziza est déterminé à continuer à gouverner le Burundi, peu importe les moyens qu'il faudra utiliser. Aujourd'hui, la révision de la Constitution, avec la composition du Parlement que nous connaissons, c'est comme une lettre à la poste. Et donc, le pouvoir de Bujumbura, effectivement, voit. Et ce n'est pas seulement cela, ce n'est pas uniquement la révision de la Constitution, c'est aussi d'autres mesures qui ont été prises. Le retrait de la Cour pénale, le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale, le refus de collaborer avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Et tout ça, on voit très bien que Bujumbura veut à tout prix faire ce qu'il veut, peu importe que l'opposition crie ou que la communauté internationale crie. Donc, le faire aujourd'hui, alors qu'on attendait la visite de Kafando, qui avait très bien clairement demandé au gouvernement de Burundi de ne pas surtout réviser la Constitution dans le cadre actuel, ça devient aussi, encore une fois, une autre négation de reconnaître même la légitimité de cette personnalité qui représente le secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Et là, il y a mille raisons de se poser la question, effectivement, de savoir qu'est-ce que fait la communauté internationale. Je pense que ça montre effectivement que la communauté internationale a failli à sa mission de pouvoir trouver une solution pacifique au Burundi. Et je pense que c'est au Burundi, cette fois-ci, de tirer les conclusions nécessaires et de chercher une solution à leur manière. Alors, Maître Bachelet Chizé, Michel Kafando a remplacé Djamal Ben Omar, qui a été contesté, désavoué par Bujumbura, qui l'accusait d'être partial. Est-ce que Kafando va-t-il réussir là où son prédécesseur a échoué? Ben,
À bien analyser le comportement du pouvoir de Bujumbura, je comparerais ça à quelqu'un qui s'est jeté dans une nage périlleuse, dans un lac troublé, et qui, arrivé au milieu du lac, se rend compte que la traversée est presque impossible, mais que le retour en arrière serait aussi suicidaire parce que les proches qui sont avec lui pourraient l'éliminer. Voilà, tu nous as embarqués dans un bateau dont tu ne sauras pas conduire jusqu'à destination. Et il s'embourbe donc dans une sorte de fuite en avant. Et dans cette fuite en avant, seule la force compte, seule la répression compte, les conseils. Le pouvoir en avait reçu beaucoup et le pouvoir dénigre tout jusqu'aux Nations Unies. Pour lui, la communauté internationale n'existe pas, les valeurs universelles n'existent pas. Et avec l'épée de Damoclès qui est tendue au-dessus du pouvoir, avec le rapport des Nations Unies qui prouve que les crimes contre l'humanité sont en cours au Burundi, Michel Kafando est venu jouer sur un terrain très glissant. Les chances de réussite étaient extrêmement minimes. Par rapport au dialogue dont on disait tantôt, je commence personnellement à être persuadé que les négociations furent un jeu de dupes où la médiation tenait à accompagner Nkurunziza à achever son mandat dans la terreur. Le comportement de la Tanzanie, du médiateur, ça montre finalement qu'il n'y a jamais eu un dialogue sincère. Ça m'étonnerait même si ce dialogue reprenait,